Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Enfal TV. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Comcom, une émission spécialisée en microfinance qui parle de microfinance. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir des spécialistes de la microfinance. Donc, c'est dans le cadre même de la convention de partenariat entre l'Enfal TV et la Place et Prix PASPED, un programme donc du ministère de l'économie sociale et solidaire. Nous avions parlé la dernière fois de la Place et Prix et ses opportunités de financement. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir un peu sur la composante 3 de la Place et Prix PASPED, en l'occurrence la PASPED, qui offre des bourses de stage à des jeunes pour les insérer dans les entreprises. Nous avons aujourd'hui comme invité donc Francesco Mele. Il est expert en co-développement et employabilité des jeunes Place et Prix PASPED. Bonjour, M. Mele. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter davantage? Oui, avec plaisir. Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, dans le cadre du projet PASPED, qui c'est, disons, les projets frères ou bien les projets sœurs de la Place et Prix, qui est un projet complémentaire en fait de la deuxième phase de la Place et Prix, exécuté par la coopération italienne, donc par l'Agence italienne pour la coopération au développement, AICS, de Dakar, bureau de Dakar, et financé par l'Union européenne dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique. Dans le cadre de ces projets PASPED, on a intégré, disons, la stratégie de la Place et Prix deuxième phase, et donc à l'accompagnement technique et financier des entreprises, on a ajouté aussi deux composantes très importantes, parce que la première, c'est la composante 3 liée à l'employabilité des jeunes. Nous y reviendrons tout à l'heure. C'était une brève présentation, donc on va revenir. Monsieur Faye, Dr Omar Faye, vous êtes le directeur régional de l'Agence régionale de développement de Thiès. Bonjour. Bonjour, M. Diop. Bonjour, M. Francesco, et merci pour cette invitation. Effectivement, je suis Dr Omar Faye. Je suis le directeur de l'Agence régionale de développement de Thiès, qui est un acteur dans le cadre de la mise en œuvre de la convention nous liant à l'AICS, dans le cadre de la composante 3 du PASPED. Voilà. Monsieur Mele, donc nous allons débuter donc l'émission avec la présentation. Souvent, on entend parler de la Place et Prix PASPED, mais en réalité, c'est deux entités différentes. Donc, pouvez-vous nous présenter un peu la PASPED? La PASPED, en réalité, c'est quoi et quelles sont les missions de la PASPED? Oui, donc le projet PASPED, qui c'est le projet de contraste à la migration irrégulière à travers le soutien au secteur privé et à la création d'emplois au Sénégal, c'est un projet financé par l'Union européenne, comme je disais, dans le cadre du Trust Fund, donc du Fonds fiduciaire d'urgence pour le développement de l'Afrique, et exécuté par l'AICS en partenariat avec le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, qui est, disons, le partenaire qui gère du point de vue opérationnel la Place et Prix deuxième phase. Comme j'avais un peu démarré la présentation du projet, je disais qu'à la deuxième phase de la Place et Prix, on a ajouté à travers le projet PASPED deux composantes très importantes, disons, pour le Sénégal, dans les 6 régions d'intervention, avec nos partenaires stratégiques qui sont les agences régionales de développement des 6 régions, donc Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Saint-Louis et Louga. Et les deux composantes stratégiques du PASPED sont l'employabilité des jeunes, donc faciliter et inciter, disons, l'insertion professionnelle, surtout des jeunes formés. Ça veut dire de cette catégorie de jeunes sénégalais qui sont là, qui ont étudié, qui sont terminés un parcours même de formation professionnelle et qui sont prêts pour faire une expérience de travail dans les entreprises. La deuxième composante de laquelle on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui je pense que c'est très important, est liée en fait aux Sénégalais qui sont en particulier en Italie, mais même en Europe, et qui veulent, la diaspora sénégalaise en Italie, qui veut investir ici. Et donc on a un planning aussi pour cette
disons, cible des Sénégalais qui aujourd'hui sont nombreux, qui pas seulement, disons, ils sont attachés à la terre, au pays, mais qui ont aujourd'hui la compétence pour investir et créer des conditions de développement meilleures au Sénégal. Alors, et là, vous avez parlé des partenaires institutionnels qui sont impliqués, en l'occurrence l'Agence internationale de la coopération italienne, mais également le ministère de l'économie sociale et solidaire qui vous accompagne. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu sur le montant du budget de la place PASPED? Oui, en fait, comme vous avez bien dit, le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, c'est le ministère compétent pour la place de prix deuxième phase. C'est un budget plus ou moins de 13-14 millions à travers, disons, des fonds... Euros 14 millions d'euros, merci. Okay. À travers des fonds qui sont d'une partie des fonds de l'État italien, donc un crédit concessionnel à travers la CDP, donc la Caisse des dépôts et des prêts italiens, à l'État du Sénégal. Et l'autre partie, c'est un montant plus ou moins similaire, toujours de 13-14 millions d'euros, qui est un fonds du gouvernement du Sénégal et qui est constitué par le recouvrement des crédits de la première phase de la place des prix. Maintenant, à ces deux montants, on ajoute le montant financé par l'Union européenne, qui c'est, disons, un financement à l'Agence italienne pour la coopération au développement de Dakar, qui c'est de 14 millions et donc d'euros. On arrive à un montant global qui c'est plus ou moins de 40 millions d'euros. Ok, voilà. Avant d'en venir également à Dr Omar Faye, vous allez nous présenter un peu le programme des bourses de stage. C'est quoi ce programme de bourses de stage? Donc la composante 3, je rappelle aussi que le projet PASPED a démarré du point de vue opérationnel le mois d'octobre 2019. Donc après quelques mois déjà, on a eu une situation particulière liée, disons, à la situation d'urgence sanitaire et économique. Et je veux dire au début une chose très importante, ça veut dire le choix que nous avons pris avec le ministère de la microfinance aussi de construire un partenariat stratégique avec les agences régionales de développement dans les 6 régions nous a permis, disons, à travers une approche territoriale décentralisée, de ne jamais arrêter les activités. Et donc, depuis le mois de mars 2020, on a démarré à travailler sur la composante 3 liée aux bourses de stage pour 1200 jeunes et à travers une convention qui a été signée le 30 avril 2020 avec les 6 ARD, on a démarré les activités le 1er mai 2020. Maintenant, le but de cette activité, c'était, disons, d'avoir un impact au niveau de l'employabilité, un impact concret, positif, réel pour les jeunes formés sénégalais. Et donc là, on a travaillé de manière très collaborative, très continuative aussi avec les ARD, avec le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire et l'UGP, l'Union de gestion des projets de la place des prix PASPED. C'est une équipe unique. On a travaillé vraiment pour arriver à un résultat. Et je pense que si après on rentrera avec Dr Faye dans le mécanisme qui a été mis en place aujourd'hui, on peut dire, parce qu'on est à la fin de cette première phase de stage, qu'ils ont pris 12 mois de temps pour 1200 jeunes dans les 6 régions. Aujourd'hui, à 15 jours de la fin de la première phase, on peut dire qu'on a eu un résultat. Et donc, grâce au travail des ARD, aujourd'hui, on peut dire que les 1200 jeunes, qui aujourd'hui sont même plus de 1200, parce qu'ils ont participé à l'opportunité, je pense presque 1400 à la fin, parce qu'il y en a qui ont trouvé une opportunité plus stable de travail, il y en a qui se sont lancés dans la temps plein ou dans l'entrepreneuriat, il y en a qui sont abandonnés, comme c'est aussi normal,
Et donc, on a aussi eu, disons, une participation très importante des jeunes. D'accord, je pense bien que Oumar Faye va en revenir, puisque je pense bien que vous, l'ARD, l'Agence régionale de développement, est chargée de la mise en œuvre. Alors aujourd'hui, la mission de l'ARD. L'ARD, c'est quoi l'ARD, l'Agence régionale de développement d'abord? C'est en fait que l'ARD est une structure qui a été mise en place dans les territoires avec pour mission principale d'accompagner les collectivités territoriales dans la construction du développement territorial. C'est un peu comme mission l'harmonisation des interventions initiatives des collectivités territoriales en matière de développement local. Donc c'est fondamentalement une structure mise en place dans les territoires à côté des collectivités territoriales pour les accompagner dans la construction du développement territorial. Et c'est ce que nous faisons au quotidien dans la planification du développement, dans la mise en œuvre du développement, dans en fait, la maîtrise d'ouvrage au niveau des collectivités territoriales. En fait, tout ce qui concerne un peu les activités de développement dans les territoires, nous sommes à côté des collectivités territoriales pour les accompagner. Ok. Par rapport même à la mise en œuvre, vous êtes chargé de la mise en œuvre de ces bourses de stage. Comment ça se fait? Comment vous êtes organisé pour mettre en œuvre ces bourses de stage? C'est vrai que nous avons signé une convention avec la SCS dans le cadre de la composante 3 pour les accompagner dans l'insertion des stagiaires. Effectivement, quand on a signé la convention, on s'est dit que pour insérer les stagiaires, la première chose qu'il faut faire, c'est de connaître les entreprises d'abord. Et nous avons travaillé sur la cartographie des entreprises pour avoir une idée claire des entreprises qui sont dans les territoires, dans les 6 régions concernées par le projet. Donc on a fait la cartographie et à partir de la cartographie, on a une idée précise en fait des entreprises qui sont dans les territoires. À la suite de la cartographie des entreprises, on a fait l'analyse des besoins des entreprises. Parce qu'effectivement, l'idée c'est d'insérer des jeunes. Mais pour insérer les jeunes, il faudrait savoir quels sont les besoins exprimés par les entreprises. Et à la suite, on a travaillé sur l'analyse des besoins. Donc on a ciblé des entreprises à qui on a envoyé des questionnaires pour avoir comme retour d'information les besoins en matière de ressources humaines. Et à partir de ça, connaissant en fait les besoins des entreprises, on a lancé en fait un appel à candidature, un avis de manifestation d'intérêt pour que les jeunes puissent se missionner. Et quand on a fait l'appel à manifestation d'intérêt, on a eu beaucoup de jeunes vraiment qui ont en fait répondu à la manifestation d'intérêt dans les plateformes qui ont été ouvertes dans les 6 régions. Et donc, maintenant que l'on connaît les besoins des entreprises, que l'on connaît les profils des jeunes, il faut faire le link entre la demande exprimée par les entreprises et puis l'offre aussi en fait qui émane des jeunes. Et c'est ça qu'on a fait par le biais d'un comité technique qui a été mis en place dans les régions, et dans lequel comité technique il y avait l'ARD, mais il y a aussi les services techniques. On avait l'inspection du travail dans le dispositif, on avait l'IA dans le dispositif, les chambres des métiers dans le dispositif, l'ANPEJ dans le dispositif, l'ANSC dans le dispositif, bien que le dispositif un peu varie en fonction des régions. Mais effectivement, les services techniques, les acteurs territoriaux ont été impliqués dans le cadre d'un comité technique mis en place, coordonné par l'ARD pour sélectionner et les entreprises et les jeunes en fait qui ont été insérés. Tout à l'heure, vous aviez parlé de quelques régions qui ont été ciblées. Qu'est-ce qui a prévalu dans le choix de ces 6 régions? Pourquoi ces 6 régions? Donc, le choix des régions, ça a été fait au début du projet et globalement, ça a été orienté par, disons, certains critères liés à la migration. Okay. Parce qu'en tout cas, le projet, c'est un projet financé dans le cadre de la stratégie européenne pour réduire les risques de la migration aventuriste. Et donc, c'est un peu ça, disons, la choix qui a été fait. Maintenant, c'est un choix qui aussi, disons, ça dépend aussi certaines fois des ressources économiques et financières qu'on a à disposition. Donc, certaines fois, on est obligé à travailler sur une première phase pilote, mais déjà, on a toute l'intention avec l'État sénégalais comme agence italienne pour la coopération au développement de travailler pour élargir en tout cas l'opportunité aussi à des autres régions dans les prochaines années. Voilà. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous suivez votre émission Comcom. Donc vous pouvez nous suivre également sur le bouquet canal 219, le bouquet Orange TV
c'est canal 55, mais également sur TNT, canal 8 sur Twitter également, mais également sur Facebook, Lamfal l'officiel. Je rappelle également que cette émission, nous donnerons l'opportunité de participer à cette émission, de contribuer, mais également de poser des questions. Je pense bien que au niveau de la régie, cela va s'afficher bientôt. Le téléphone, c'est le 88 628 19 07. Et puis, si vous êtes à l'extérieur, le 221 33 824 52 81. Sur WhatsApp également, vous avez la possibilité de poser vos questions sur WhatsApp. C'est le 77. Donc, je répète, WhatsApp 77 459 80 39. Monsieur Faye, pour parler un peu de ces bourses de stage, les critères même de sélection, je voulais avoir une idée un peu sur la durée du stage, mais également pour ce qui est de la rémunération. Donc, pour la durée du stage, c'était un an. Donc, c'était un an de stage. Et puis, la rémunération tournait autour de 92 000. Donc, il y a un montant de 92 000 pour chaque stagiaire. Donc, ça, c'est un peu les conditions qui étaient définies dans le cadre du projet et qu'on a appliqué. Donc, bon, tous les stagiaires étaient rémunérés en fait sur la base de ce barème-là. Mais aussi dans le cadre du stage, ce qu'il faut préciser aussi, je crois que je l'ai pas dit dans la première partie, c'est de dire que le choix des stagiaires n'a pas été fait par l'ARD, encore moins le comité technique. On a fait seulement la présélection sur les profils. Quand on a reconnu les profils, exprimés par les entreprises, on a envoyé à chaque entreprise au moins 3 CV. Et c'est les entreprises qui ont fait les choix des jeunes sur la base des besoins exprimés. Ça, quand même, c'était important. Bon, maintenant, à partir de ça, effectivement, pendant un an, on a déroulé le projet. Et puis, il y a aussi un dispositif de suivi au quotidien des stagiaires et des entreprises qui a été mis en place avec la SES. Donc, il y a des agents qui ont été pris, rien que pour assurer le suivi. Et au quotidien, on allait dans les entreprises visiter les stagiaires, visiter les entreprises pour voir quelle est vraiment la situation en fait au niveau du projet et au niveau en fait de l'insertion. Vous venez de terminer la première phase pour ce qui est de la mise en œuvre des bourses de stage. Je pense bien que ça se termine en décembre 2020. En termes de bilan, par exemple, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ça a été positif? Oui, nous pensons que ça a été positif. Parce qu'au début, on avait un objectif. L'objectif, c'était d'insérer 1200 jeunes. In fine, on a inséré les 1200 jeunes dans les 6 régions. Donc, objectif atteint. Et mieux, on a même inséré beaucoup plus que 1200 jeunes. Parce qu'il y avait une forte mobilité aussi, en fait, des stagiaires. Parce qu'il y a des stagiaires qui, au cours du processus, ont eu des emplois plus stables, comme a dit Francesco. Et quand quelqu'un a un emploi plus stable, on le change parce qu'on avait une base de données. Donc, effectivement, in fine, on a eu beaucoup plus que les 1200 jeunes qui ont été. De ce point de vue, on peut dire que l'objectif a été atteint. De notre côté, le partenariat nous a permis aussi d'avoir une idée plus claire de l'écosystème des entreprises dans les territoires. Et c'est quand même extrêmement important. D'avoir aussi une idée précise, en fait, des profils d'emploi dans les régions. C'est quand même important. Donc, tout ça, effectivement, capitalisé doit permettre de donner une réponse beaucoup plus concrète aux besoins, en fait, d'insertion, en fait, des jeunes dans les territoires. Donc, avec la complicité de la régie, hein, Dame, si tu veux, tu peux nous illustrer avec le bilan de la première phase. Donc, on va essayer de commenter un peu ce bilan. Je pense bien que le docteur Faye en est là-dessus. Nous allons poursuivre donc par rapport donc, à ce bilan. Je pense bien que vous voyez, comme moi, sur l'écran, par rapport au bilan de la première phase, moi, ce que j'ai retenu, c'est que il y a 250 stages qui ont été prévus à Dakar et également à Thiès. Mais en termes de ratio, 121 stagiaires, par exemple, hommes recrutés à Dakar et Saint-Louis, et 115 à Thiès. Qu'est-ce qui a prévalu dans ce choix? Qu'est-ce qui a fait la différence? Vous savez, en fait, ce n'est pas nous qui faisions les choix. C'est les entreprises qui faisaient les choix. Nous, on a des besoins qui sont exprimés par les entreprises. Sur les profils, par exemple, une entreprise nous dit « j'ai besoin d'un comptable ». Nous avons dans la base de données des profils comptables.
nous prenons les profils comptables, 3 ou 4 ou 5 CV qu'on donne à l'entreprise. Et cette base, l'entreprise fait son choix. Donc les choix ont été opérés par les entreprises. Donc on n'avait pas en fait la possibilité de dire il faut tant d'hommes, il faut tant de femmes, c'est l'entreprise qui faisait les choix. Et in fine, nous ce qu'on fait, c'est capitaliser simplement les choix qui ont été opérés par les entreprises. C'est pour ça qu'on a eu ces statistiques-là. Mais ce n'est pas en fait une indication de départ. Donc ce n'est pas une indication de départ, c'est un choix opéré par les entreprises sur la base des CV qui ont été présentés. Ok, mais même pour ce qui est de l'âge même des boursiers, moi j'ai remarqué également que la tranche d'âge de 25 à 35 ans qui est beaucoup plus nombreuse dans le choix, partout donc par rapport à la tranche d'âge de 18 à 25 ans. Qu'est-ce que je ne comprends pas. Oui, mais c'est un peu le projet. Parce que le projet vise à insérer des jeunes formés. Donc des jeunes qui ont eu à faire un cursus universitaire ou technique. Et quand on fait un cursus, à la fin du cursus, rapidement on est sur les 25 ans et plus. Par exemple, quelqu'un qui a son bac par exemple à l'âge de 20 ans et qui fait 3 ans ou 4 ans pour avancer un master et même plus, forcément il est dans la tranche d'âge de 25 à 35 ans. Même quelqu'un qui a déjà fini ses études, qui a fait 2 ou 3 stages, ou même 4 stages, qui n'a pas encore un emploi stable, il est dans le projet. Et ce qui fait effectivement qu'on a cette tranche d'âge-là, de 25 à 35 ans, qui est plus importante en fait que la tranche d'âge qui est entre 18 et moins de 25 ans. Parce que souvent ces jeunes, ils sont en fait au niveau des écoles et des instituts en train de terminer leur formation. Effectivement, on a même des jeunes qui sont venus, qui voulaient intégrer le projet, mais malheureusement, ils n'ont pas le fait parce qu'il y avait les études qui étaient là. Et puis l'idée aussi, ce n'est pas de dire aux jeunes, venez faire des stages après les études. L'idée, c'est de dire aux jeunes, continuez vos études, mais à ceux qui ont déjà leur diplôme, venez entrer dans le projet, obtenez un stage pour voir comment ça se passe dans les entreprises, pour que, in fine, demain, l'employabilité devienne plus facile pour vous. C'est ça un peu l'idée du projet. Est-ce qu'également il y a possibilité pour un stagiaire de terminer son stage et de remplir également? Bon, le projet c'est pour 1 an. Le stage c'est pour 1 an. Il ne faut pas aussi que, bon, qu'on tombe dans la facilité. C'est de dire, ok, bon, on paye un stagiaire pour 1 an pour une entreprise avec la possibilité de renouveler et de renouveler à nouveau. L'idée qu'il y a derrière, c'est de développer les compétences des jeunes pour faciliter leur employabilité et leur insertion. C'est ça qu'il y a derrière. Donc l'idée aussi, c'est aussi pour les entreprises. Donc quand on les a accompagnés pendant un temps et qu'elles sentent que ce jeune-là, il est important pour le développement de son activité, de le recruter. C'est ça qu'il faut avoir derrière. Mais pas d'avoir des stages en continu. Les stages, c'est juste un processus d'apprentissage pour les jeunes, mais aussi de connaissance en fait, des potentialités, des capacités du jeune pour l'entreprise. Je crois que c'est comme ça qu'il faut percevoir les choses, mais pas d'avoir en continu des stages. Ok. Monsieur Mellet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte est un peu difficile. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent des emplois, mais en réalité qui manquent de formation ou également de compétences. Est-ce que le PASPED prévoit quelque chose pour ces jeunes? Dans le cadre du PASPED qui prévoit sa fin le prochain janvier 2023, sur la composante 3, il n'y aura pas une opportunité, disons, pour des jeunes non formés. Parce que, comme disait Dr Faye, à l'appel, ce qui nous a un peu étonné, même si on avait déjà cette information, que quand les ARD ils ont publié l'appel dans les 6 régions, de manière publique, de manière transparente, de manière diffusée, ils ont participé 15 000 jeunes pour 1200 postes. La rémunération qui disait Dr Faye, c'était une rémunération, disons, de 92 000 par mois. Et on avait fait même un choix, disons, équitable pour donner à tout le monde la même possibilité de rémunération. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a une catégorie de jeunes Sénégalais qui ont des compétences,
qui ont des compétences formalisées. Alors, le choix, disons, à travers la place des prix PASPED et sa composante 3, le choix, vu que les ressources, en tout cas financières, sont toujours limitées, et par rapport aux résultats qu'on avait dans le cadre du projet, on a choisi vraiment de donner des opportunités à ces jeunes qui ont déjà terminé un parcours. Parce que si on ne donne pas l'opportunité de travail, ou bien on ne crée pas une opportunité d'embauchement pour un jeune qui a déjà terminé la phase, disons, de formation, ça devient un peu compliqué. Et alors, pour nous, comme partenaire au développement, pour notre équipe qui est composée pas seulement, disons, par moi, mais aussi par la coordinatrice du FASPED, Mme Marina Palombaro, et les collègues Christian Mondinini, responsable administratif et financier, je pense que c'est positif de voir en tant que partenaire au développement que le Sénégal, c'est un pays de compétences de haut niveau. Parce que nous avons trouvé des compétences de haut niveau dans les ARD, et on le savait, mais on a trouvé des compétences dans la catégorie des jeunes formés. Et aujourd'hui, je pense que Dr Faye, par rapport à la région de Thiès, aussi comme porte-parole des autres ARD, des autres régions, il peut témoigner que les entreprises, ils sont contents de ces jeunes-là. Et ils ont bénéficié des compétences qualifiées des jeunes. Et ça, pour nous, en tant que partenaire au développement, c'est, je pense, les plus grands résultats. Voilà. Merci donc, M. Mélé. Je rappelle également, je rappelle que vous avez la possibilité de participer sur WhatsApp. J'avais donné tout à l'heure donc le numéro, c'est le 77 459 80 39. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit M. Mélé. Oui, ce qu'il a dit, Francisco, c'est vrai. C'est vrai qu'au début, on pensait que les jeunes n'avaient pas tellement l'expérience, de compétences. Mais effectivement, quand on a commencé à mettre en œuvre le projet, on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes qui avaient beaucoup de compétences. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est le retour des entreprises. Et dans le suivi qu'on faisait, on se rendait compte même qu'il y a des jeunes qui étaient intégrés dans toute la chaîne de production. Parce que beaucoup d'entreprises ont un problème de ressources humaines. Et même de compétences souvent. Et même, il peut arriver que les jeunes, par exemple, un jeune qui a un diplôme de master, qui est beaucoup plus compétent que son chef d'entreprise. Parce qu'effectivement, bon, pour les chefs d'entreprise, ce n'est pas lié à la compétence, c'est lié en fait à la possibilité d'exploiter des opportunités et de transformer en affaires, quoi. Effectivement, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes ont été très compétents. Et puis ça, c'est vraiment le ressenti et le retour des entreprises que nous avons lorsqu'on fait le suivi sur le terrain. Donc la question, bon, tous les jeunes n'étaient pas logés à la même enseigne. Il y a des jeunes qui étaient à la première expérience. Il y a d'autres qui avaient en fait des expériences beaucoup plus avérées. Mais toujours est-il que ce qu'il faut en tirer, c'est que l'opportunité a été donnée à des jeunes de mettre en pratique leur expérience ou d'apprendre. C'était fondamentalement ça qu'il fallait rechercher. Voilà. Dans le cadre même de la mise en œuvre, c'est vrai que des fois vous rencontrez des difficultés, mais la principale difficulté dont vous avez fait face, c'était quoi en réalité, hormis l'abandon par exemple? Bon, les difficultés, on peut les identifier au niveau des entreprises et au niveau des stagiaires. Au niveau des entreprises, la principale difficulté qu'on avait, c'était la formalisation des entreprises. Parce que quand on a fait la cartographie des entreprises et qu'il fallait signer les contrats de stage, au début, on voulait faire signer les contrats de stage directement avec les entreprises. On s'est rendu compte que le niveau de formalisation est très faible. Parce que pour signer un contrat avec un stagiaire, il faut être affilié à l'IPRES, à la caisse. La plupart n'étaient pas affiliés ni à l'IPRES ni à la caisse, ce qui était un problème. Quelles sont les régions où vous étiez la plupart confrontés à ce genre de problème d'informel, d'entreprise informelle par exemple? Oui, mais c'est tout le Sénégal. Vous savez qu'on dit que 90% des entreprises sont dans l'informel.
Donc ça, c'est un problème. C'est un problème. Parce que pour signer un contrat, pour signer un contrat de stage directement, il faut en fait être une entreprise formelle. Sinon, bon, parce qu'on n'a pas un niveau au niveau de la caisse, au niveau du presse, donc forcément ça cause problème. D'autant que dans le projet, il fallait respecter la législation, notamment le décret 2015 en fait qui organise les stages. Donc ça aussi c'est une première contrainte, le niveau de formalisation qui est très faible. Donc l'autre élément qu'en fait comme contrainte en fait qu'on a rencontré, c'est le nombre de stagiaires qu'il faut donner. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui voulaient avoir beaucoup de stagiaires. Souvent, une entreprise veut avoir 4, 5, même 10 stagiaires. Alors qu'il y a un ratio qu'il faut. Par exemple, nous, ce qu'on s'était dit, en fonction de ce que la législation en fait oriente, c'est le ratio 1 quart, 25%. Par exemple, si une entreprise va avoir des stagiaires, il y a effectivement un nombre en fait qu'on peut lui donner pour respecter en fait un peu la législation dans le cadre des contrats de stage. Donc ça aussi c'était en fait un élément. Donc l'autre élément en termes de contraintes, c'est... Mais avant d'en arriver à cette contrainte, par rapport à la formalisation des entreprises, vous savez, l'économie informelle prend le dessus aujourd'hui au Sénégal. Certaines entreprises refusent de se formaliser, peut-être pour dire que s'ils se formalisent, ils vont payer davantage de taxes ou bien d'impôts à l'État. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Bon, c'est vrai qu'on était confronté à ça quand on faisait la cartographie. Bon, quand on allait visiter les entreprises, au début, beaucoup d'entreprises étaient réticentes parce qu'elles pensaient qu'on était des éléments du fisc. Donc, beaucoup ne voulaient pas participer, même si à la fin, c'est elles-mêmes qui sont venues vers nous pour intégrer le projet. C'est vrai que ça, c'est un problème. Mais je crois qu'il faut beaucoup de sensibilisation. Et je crois qu'on en a fait dans le projet. On a permis à les entreprises de se retrouver en B2B avec l'inspection du travail, avec d'autres structures, pour comprendre un peu le niveau de formalisation. Mais il y a une méconnaissance en fait des dispositifs et un peu des procédures qui font que les entreprises ont souvent peur. Et nous, le travail qu'on doit faire, et puis on l'a constaté dans le cadre du projet, c'est de travailler beaucoup plus sur la sensibilisation pour que les entreprises puissent savoir quels sont les intérêts qu'elles peuvent avoir à être formalisées. Je prends juste un exemple. Une entreprise qui est dans le BTP, qui n'est pas formelle, elle ne peut gagner aucun marché. Parce que dans le cadre de la passation des marchés, pour la conformité, si on n'est pas affilié à l'IPRES ou à la caisse, on ne peut gagner aucun marché. Si on n'a pas de crise fiscale, on ne peut gagner aucun marché. Donc il faut que les entreprises soient sensibilisées en fait sur la formalisation et qu'on y travaille davantage. Bon, l'ARD, un peu les autres dispositifs, le centre des services fiscaux, la caisse et l'IPRES, effectivement travaillent à les sensibiliser pour augmenter en fait le niveau de formalisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez en tant qu'agence régionale de développement de descendre sur le terrain au niveau des entreprises pour voir comment les stagiaires sont entretenus, comment ils fonctionnent par exemple? Oui, ça, je crois qu'on l'a fait au quotidien pendant toute l'année. Il y a même quelqu'un qui est un agent dédié, hein, rien que pour ça le suivi, avec un certain nombre de missions qu'il faut faire dans le mois. On a visité pratiquement toutes les entreprises, au moins 1 ou 2 fois, en fait, pour voir quelle est la situation dans les entreprises, comment se comporte le stagiaire, quelle est sa relation avec l'entreprise, quels sont les problèmes qui sont rencontrés pour pouvoir les prendre en compte. Et souvent aussi, on a des retours sur les difficultés que les stagiaires rencontrent dans les entreprises. Et si on le constate, on va directement sur le terrain. Quels sont les genres de difficultés qu'ils rencontrent dans ces entreprises, par exemple, ces boursiers? Les boursiers. Bon, vous savez, hein, souvent quand un jeune qui vient directement à l'université, qui ne connaît pas le monde de l'entreprise, souvent il y a un certain en fait, un comportement qui n'est pas trop avenant dans l'entreprise. Et d'autant que dans le contrat, il est clairement précisé que le stagiaire se doit de respecter en fait, les conditions de travail. Donc ça, on a appris des comportements pas très avenants dans les entreprises. Et si cela est constaté, on appelle le stagiaire, on appelle cette entreprise et on reprécise les choses. Parce que c'est un contrat de stage avec des règles précises et il faut respecter l'entreprise. Donc ça aussi, ça arrive souvent. Donc, bon, les autres difficultés, c'est un peu en matière de gestion administrative des contrats. Souvent, il y a de la mobilité, souvent, il y a un peu des stagiaires qui, parce qu'ils veulent courir les études, donc abandonnent, c'est normal. D'autres qui trouvent du travail, qui abandonnent.
d'autres en fait qui se lancent dans l'auto-entrepreneuriat, qui abandonnent. Donc soit des situations, et quand ça arrive, ce qu'on fait, on prend dans la base de données et on essaie en fait de remplacer. Ce qui fait qu'in fine, on a commencé avec 1200 et on a terminé à la fin du projet avec 1200. Ce qui veut dire qu'il y a un dispositif de suivi très dynamique qui fait que chaque fois qu'il y a un problème, et en fait, on réagit rapidement par le problème pour créer en fait les liens entre les entreprises et les stagiaires ou bien pour remplacer aux besoins des stagiaires. Au-delà de ces difficultés, il y a d'autres contraintes. Bon, les contraintes pour les entreprises, hein, au-delà en fait de la formalisation, c'est aussi le constat qui a été fait. Les entreprises ne sont pas à niveau. Okay. Par exemple, les entreprises qui travaillent dans un domaine précis, technique, mais qui n'ont pas tous les équipements qu'il faut. Okay. Ce qui veut dire que dans le suivi, dans les rapports, je crois qu'on en a beaucoup remonté, il était question d'accompagner l'entreprise dans les équipements, soit dans le financement, parce que c'est aussi des contraintes. Ce qui fait que dernièrement, au niveau même de Thiès, et je crois que dans beaucoup de régions, on les a organisées, on a créé en fait des rencontres entre les institutions de microfinance et les entreprises pour savoir comment est-ce qu'il faudrait relever en fait le niveau de financement. Et puis, il y a aussi ces types de contraintes-là, effectivement, que nous rencontrons. Des fois aussi, les entreprises n'ont pas souvent des ressources humaines qui font que les stagiaires sont utilisés à plusieurs niveaux dans la chaîne de production, ce qui n'était pas en fait au départ recherché. Mais c'est des contraintes réelles que nous avons rencontrées sur le terrain. Mais globalement, chaque fois qu'on a des contraintes, on essaie de les poser sur la table, discuter avec les entreprises, avec les stagiaires pour pouvoir en fait les prendre en charge et les corriger. Voilà. Je pense bien que j'ai des interventions au niveau de WhatsApp en ce moment. Bon, lui, ce monsieur, il dit, je connais des jeunes formés qui n'avaient pas les moyens de s'insérer, mais avec le projet, ils ont eu accès à des stages qui leur ont permis de s'exercer dans les entreprises où ils évoluaient. Ils étaient visités par l'ARD pour savoir comment ils étaient tenus et administrés. Je pense bien que tu as répondu à cette question. Il y a un autre... Bon, monsieur, je demande si le numéro de WhatsApp du projet de l'aide des stagiaires dans les entreprises, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Monsieur, je demande si le numéro de WhatsApp du projet de l'aide des stagiaires dans les entreprises, là, je n'ai pas très bien compris. C'est monsieur, s'il peut reformuler peut-être sa question, en attendant donc que je passe la parole à Mélé. Donc, il va ajouter un peu par rapport à ce que vous avez constaté dans la mise en œuvre. Oui, je peux souligner certains aspects. Le premier aspect, disons que les ARD, avec notre appui, ils ont créé une opportunité compétitive positive pour les jeunes. Pour ce qui est ma connaissance, il n'y a pas eu un jeune qui a critiqué dans les régions ces dispositifs ou bien qui a, disons, fait quelques remarques aux ARD. Ça, c'est le premier aspect. Ça veut dire mettre en compétition des jeunes formés, c'est important, surtout si le dispositif, c'est un dispositif clair, équitable, transparent, accessible. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, plus important, je pense, Dr Fay il a souligné aussi, par exemple, le travail qu'on a fait avec la direction du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail, qui nous a accompagnés au début avec les 6 inspecteurs du travail et les différents collègues des caisses des régions, des caisses de sécurité sociale des régions. Et donc, je pense qu'il y a la possibilité aujourd'hui, pas seulement pour se féliciter avec les ARD, mais pour mettre sur la table, disons, et on a déjà démarré à le faire avec les ARD, une expérience qui aujourd'hui est un dispositif pour insérer des jeunes dans les entreprises. Parce que certaines fois, il y a, disons, la tendance à penser que l'accès au travail, c'est seulement dépasser la porte de l'entreprise. Mais quand on dépasse la porte, il y a un certain nombre de problèmes, d'opportunités, etc., qu'il faut prendre en charge. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis à disposition des ARD aussi des ressources pour faire les suivis, comme disait Dr Fay. Donc, aujourd'hui, je pense, même si c'est une petite expérience,
et c'est aussi la réponse à votre question précédente. L'Agence italienne pour la coopération au développement voudrait accompagner, disons, l'État sénégalais et les structures et les services décentralisés dans les régions à valoriser cette expérience des ARD. Parce que ce n'est pas évident, disons, dans les dernières années, qu'une structure, un service de l'État, en tout cas, a réussi dans une thématique si importante, ça veut dire l'employabilité des jeunes. Et c'est pour ça que je pense qu'il sera bien de continuer. Dans l'année 2022, on a prévu avec les ARD une deuxième phase de stage qui démarrera le 1er mars 2022 pour 9 mois pour plus ou moins 700-800 jeunes encore. Ça veut dire qu'on arrivera au finish plus ou moins à 2500 personnes formées, insérées. Et je rappelle aussi... Et là, vous êtes dans les perspectives, hein? Ça, c'est déjà acquis, disons. C'est déjà décidé. Ce n'est pas une perspective à construire, c'est seulement exécuté parce que c'est une décision qui a déjà été prise depuis quelque temps. On a déjà presque formalisé aussi la collaboration, la prolongation de la collaboration avec les ARD. Et c'est même l'Union européenne qui, depuis, disons, le démarrage des bourses de stage, ils ont vu que cette activité, vraiment, même si, je me répète, c'est une petite activité, mais qui a donné, je pense, Dr Faye, il peut même parler de certains cas des jeunes qui, dans les locaux des ARD, ils ont été vraiment comme, parce qu'ils ont eu, c'est une petite expérience qui ouvre un grand espoir pour les jeunes. Et donc, pour nous, c'est important de continuer en tant que partenaire au développement de l'État sénégalais, dans la perspective très concrète de donner des opportunités aux jeunes Sénégalais qui, je me répète, et ce n'est pas de la rhétorique, ils ont des compétences avérées de haut niveau. Par rapport même aux compétences des jeunes, hein, moi j'aimerais que vous nous expliquiez de manière beaucoup plus simple et concise, mais également facile, qui a accès, qui a droit à ces bourses de stage. Est-ce que le petit boulanger qui est au coin de la rue peut bénéficier, par exemple, de ces bourses de stage? Oui, mais on a eu tous les profils, parce que c'est toutes les entreprises. Quand on a fait la cartographie, on avait toutes les entreprises. On avait des boulangers, on avait des gens qui étaient dans l'agroalimentaire, on avait des entreprises qui étaient dans le bâtiment, des entreprises qui étaient dans le solaire, des entreprises qui étaient dans le commerce, dans les services. En fait, on avait tous les types d'entreprises étaient concernés. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de boulangers qu'on a recrutés. Des gens qui avaient en fait aussi fait des études, ont en fait des diplômes et qu'on a inséré dans des boulangeries, dans des restaurants, dans des trucs. En fait, tous les types d'entreprises que nous rencontrons aussi dans l'écosystème d'entreprises au Sénégal sont concernés. Effectivement, parce que quand on a fait un peu la cartographie et qu'on a fait en fait la manifestation d'intérêt, on s'est rendu compte qu'on a, par exemple, sur les 250, on avait tous les profils. Presque plus d'une centaine de profils qu'on a insérés. C'est dans l'agriculture, c'est dans l'élevage, c'est un peu dans la pêche, c'est dans les bâtiments. En fait, c'est vraiment tous les types d'entreprises qui étaient concernés. Vraiment, à ce niveau-là, on n'a pas fait de choix. C'est juste les besoins exprimés par les entreprises qui ont été déterminants. Voilà. Donc, je rappelle que j'ai beaucoup de réactions dans mon WhatsApp. Hein. Donc, je vais lire ces réactions. Donc, ça va vous permettre peut-être de répondre à certaines questions. Bon, lui, il dit, je connais des jeunes formés qui n'avaient pas les moyens de... non, ça, je l'ai déjà dit. Bon, ce monsieur, je demande si le numéro de WhatsApp du projet de l'aide des stagiaires. Moi, je pense bien qu'il demande s'il y a un numéro WhatsApp pour participer. Il y en a? Un numéro WhatsApp? Non, parce que le projet, en fait, ce n'est pas un numéro WhatsApp. C'est que le projet est dans les régions. Pour participer au projet, il faut être dans la base de données. Il faut s'inscrire. Parce qu'on a fait une cartographie, on a fait un avis à manifestation d'intérêt, un appel à candidature. On avait une base de données. Par exemple, au niveau de la caisse, on a une base de données de 2500 jeunes. Et quand on doit insérer, on puise dans cette base de données. Effectivement, dans la deuxième phase,
on va ouvrir cette base de données Ok. pour la permettre à beaucoup plus jeunes en fait d'intégrer cette base. Ok. Mais si on doit insérer, on ne peut le faire que sur en fait la base de données des jeunes qui ont déjà manifesté la volonté de vouloir participer à ce projet-là. Ok. Effectivement, quand la candidature va être ouverte, effectivement, les publications vont être faites hein, en ligne, et puis dépôt physique, parce que je crois que pour la première phase, il y avait que au niveau des plateformes que les dépôts se faisaient, parce que en effet, on est dans un contexte particulier de pandémie. Mais dans la deuxième phase, effectivement, toute l'information va être disponible pour que les jeunes puissent être en fait dans la base de données des 6 ARD qui sont dans le projet. Voilà. L'autre réaction, lui, il dit: bonsoir monsieur, nous sommes en direct avec vous, très content de votre émission, vraiment. C'est intéressant et je pense que ce programme va réconforter la jeunesse sénégalaise. Nous saluons vraiment l'initiative. Lui, il s'appelle Djokel Diouf. Donc il y a une autre réaction. Ok, c'est une heure de frappe, mais je voulais savoir le but de votre entreprise parce que moi, j'ai mon diplôme en secrétariat médical et j'ai des problèmes pour effectuer un stage. Oui, bon, c'est vrai qu'il a un diplôme en secrétariat médical. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup qui ont été insérés dans les pharmacies, par exemple, même dans les structures de santé. Bon, mais si, en fait, s'il n'est pas dans la base de données, dans la deuxième phase, quand on ouvre les appels à candidature, s'il est dans la base de données, il pourrait être éventuellement dans les choix retenus par les entreprises. Donc, être dans la base de données, c'est quoi? Donc, pour être dans la base de données, on lance un appel à candidature dans la presse, au niveau de certains sites, bon. Et puis les jeunes se missionnent directement. Et dans la base, il y a les profils, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Parce que les stages, c'est dans les régions. Si on a 6 régions, effectivement, il y a une priorité sur le territoire. Donc c'est un peu ces critères-là qui sont de mise, mais s'il est dans ces critères-là, et dans la base de données, il a beaucoup de chances en fait de pouvoir bénéficier en fait de ces beaux stages. D'autant que je crois que Franck l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il y a une totale transparence. Parce que non seulement on a publié le nombre de stagiaires, et pour chaque profil demandé par les entreprises, on a publié le nombre de profils à pourvoir. Et la parité a été respectée également. Bon, la parité a été respectée, oui, effectivement, même à Thiès, je crois qu'on a inséré plus de femmes que d'hommes. Ça a été respecté. Hein. On a inséré plus de femmes, mais ce n'est pas le fait, c'est pas notre fait. C'est un peu les choix qui ont été opérés par les entreprises. Ça a été un choix heureux, un résultat heureux, bien sûr, mais ce n'était pas en fait ce qui a été déterminant au départ. On aurait pu avoir, comme à Thiès, plus de femmes que d'hommes. Voilà. Ailleurs, on a plus d'hommes que de femmes. Ok. Voilà. L'autre, il dit, depuis que l'État a commencé les orientations dans le privé, pas mal de jeunes ont subi des formations professionnelles, mais après, ils n'ont pas d'insertion. Mais je crois que, en fait, la question de l'insertion est une problématique plus globale qu'il faut poser encore. Parce que où est-ce qu'on doit insérer les jeunes? Dans les entreprises. Quelle est la situation des entreprises? C'est la question qu'il faut se poser. Avec la Covid? Pas fondamentalement avec la Covid, même. Je crois que c'est qu'il faut travailler à développer l'écosystème des entreprises dans les territoires. Et c'est comme ça qu'on va absorber en fait les jeunes. Mais si les jeunes sont formés et que les entreprises ne sont pas créées, in fine, c'est le taux de chômage qui va augmenter. Effectivement, de plus en plus, il y a une orientation vers l'auto-entrepreneuriat. Mais je crois que les entreprises qui sont là, il faut aussi qu'on les accompagne, qu'on développe les entreprises et surtout qu'il y ait un dispositif d'accompagnement des entreprises dans les territoires, au plus propre des entreprises pour les aider à se relever. Parce que les entreprises se relèvent, forcément, il y aura un besoin de main-d'œuvre pour pallier pour son développement. Et forcément, les jeunes vont être pris. Donc je crois que la problématique de l'emploi doit être fortement corrélée au développement des entreprises dans les territoires. Ok. Je rappelle que le numéro, c'est le 88 628 1907. Mais également, si vous êtes à l'extérieur, le 221 33 824 52 81. Sur WhatsApp également, nous avons beaucoup de réactions. Hein. WhatsApp, c'est le 77 459 80 39. 459 77 459 80 39. Maintenant, cette question, je pense bien que c'est pour M. Mellet. Est-ce qu'il y a des exigences des entreprises récipiendaires des jeunes? Et puis l'autre question, est-ce qu'il y a des synergies avec le programme Kheyundaoui du président de la République? Donc, globalement, je pense qu'au niveau du secteur privé, les différentes contraintes, les différents aussi
profils qui sont demandés par les entreprises, la situation qui vient de décrire M. Dr Faye, c'est plus ou moins la situation qu'on a rencontrée pendant les 12 mois de travail derniers. Maintenant, au niveau de l'accompagnement, disons, du soutien de la nouvelle stratégie pour l'employabilité des jeunes et des femmes de l'État sénégalais, je pense que nous, depuis quelques mois, on a déjà entamé avec les ARD un échange avec le ministère de l'Emploi et avec le ministère du Travail. Et je veux souligner, si vous le permettez, M. Diop, un aspect très important, parce qu'on ne voudrait pas passer le message, je pense, qu'on a fait seulement, on a eu un résultat, donc la problématique est réglée. Je pense que les directeurs des ARD, les 6 directeurs, donc à partir de Saint-Louis, M. So, M. Gueye de Louga, M. Diop de Kaolack, M. Mbaye de Diourbel et Mme Tin de Dakar, au-delà de M. Faye, Dr Faye de Thiès qui est avec nous, ils ont géré 1000 problématiques. 1000 problématiques. Alors, ce que nous, on voudrait passer comme message, c'est qu'aucun sujet aujourd'hui peut dire d'avoir la solution, d'avoir trouvé la solution à l'employabilité des jeunes. Mais quand il y a une petite expérience, on a eu disons, la sensation, la perception que même le ministère de l'Emploi, qui n'est pas un partenaire, disons, formel du projet PASPED, mais a pris le temps pour nous écouter et pour voir si cette expérience pourrait être complémentaire à la nouvelle stratégie. Et c'est ça un peu aussi le rôle de l'Agence italienne pour la coopération au développement en tant que partenaire au développement, de voir comment accompagner cette nouvelle phase. Et dans tous les cas, moi je pense qu'il y aura des résultats au niveau de l'employabilité des jeunes. Il y aura des résultats, mais il faut bien cibler les segments de population jeunes qui peuvent être embauchés et ne pas trop mélanger les activités et les objectifs. Parce que si on fait de la formation professionnelle, on ne fait pas de l'employabilité. Si on fait de l'employabilité, on ne fait pas de la formation. Alors, nous, on veut se focaliser dans l'accompagnement à travers les projets PASPED des opportunités d'emploi pour les jeunes et chercher, on se félicite, disons, avec la nouvelle stratégie de l'État, de vouloir passer à des contrats plus stables comme les CDD. Même dans certaines priorités de la nouvelle stratégie, on cherche un peu, pas de laisser, mais on cherche de dépasser la logique du stage et on cherche d'aller vers des expériences de contrats de CDD 2 ans plus 2 ans, renouvelables une fois. Et même nous, on est à l'aise avec cette perspective parce que ça veut dire des conditions un peu plus favorables pour un projet de vie d'un jeune Sénégalais. Avec l'augmentation du budget alloué au PASPED également. Oui, il ne sera pas seulement le PASPED, je pense, de la part de la coopération italienne. On est en train de discuter, d'échanger avec l'État sénégalais pour l'année 2022, 2023 et 2024, toujours dans le cadre de l'employabilité des jeunes, pour justement amener à l'échelle cette expérience positive des ARD. Et on cherchera vraiment de donner à beaucoup plus de jeunes des opportunités d'emploi. Donc c'est en synergie avec le programme Xëy Ndaw yi du président de la République. Oui, c'est la nouvelle stratégie et les différents programmes qui après composent la nouvelle stratégie qui a été, disons, diffusée avec les décrets 60-25 le mois de mai 2021. Voilà, moi je ne fais que répercuter les questions sur WhatsApp. Il y a une autre question, est-ce que encore ce monsieur, bon, voilà, lui il dit bonjour monsieur, moi je suis étudiant en 2e année en froid et climatisation, est-ce que je peux avoir un stage auprès de votre projet? L'autre il dit encore monsieur, je reviens sur une autre question, comment faire avoir les bases de données pour avoir plus d'informations? Bon, pour les jeunes étudiants en fait, qui est en 2e année, qui fait froid, effectivement, dans le cadre du projet, on a pris beaucoup de jeunes qui ont fait froid, qui ont fait froid, et puis qui ont été insérés en fait dans le froid, dans le solaire, qui ont été
des sortants des lycées techniques. Okay. Donc on en a pris beaucoup dans le cadre du projet. Bon, maintenant pour participer au projet, je crois que bon, la première phase elle est bouclée quasiment, donc elle termine sous peu. Il y a une deuxième phase donc, qui est en perspective. Et dans le cadre de la deuxième phase aussi, comme on a été très transparent et qu'on a des résultats dans la première phase, on va recourir le même système. On va faire un appel à candidature. Les jeunes vont s'inscrire dans les bases de données. Et on aura un répertoire. Et à partir de ce répertoire-là, on va puiser les jeunes qu'on va présenter aux différentes entreprises pour faire les choix. Okay. Et effectivement, je crois que l'idée, c'est que les gens s'inscrivent dans la base de données. Et même au-delà du projet, parce que nous, on a eu beaucoup de coups de fil des entreprises qui nous ont demandé des jeunes pour des stages. Donc, et nous, ce qu'on fait, on prend dans la base, on donne aux entreprises pour faire les choix. C'est-à-dire qu'au-delà même du projet, les gens se sont rendus compte effectivement qu'il y a en fait une structure est là, qui a une base de données des jeunes qui veulent être entrés dans le monde du travail et nous, on fait juste le link entre les entreprises et les jeunes qui sont dans la base de données. Voilà. Aussi, c'est des expériences qu'on a eues. Voilà, autre question, encore monsieur, je reviens sur une autre question. Comment faire avoir les bases? Bon, je lis tel que c'est écrit. Hein. Bon, encore monsieur, je reviens sur une autre question. Comment faire avoir les bases de données pour avoir plus d'informations? Est-ce que ce projet se trouve dans toutes les régions du Sénégal? Est-ce que le programme a envisagé quelque chose pour les jeunes porteurs de projets? Je pense bien que certaines questions ont été prises en compte, je pense, par M. Faye, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, il y a autre question. Hein? Donc, on a remarqué dans le logo du programme le mot Techifi. Quelle est son importance dans la place et prix PASPED? Techifi. Tu as compris la question? Oui, tout direct. J'ai compris. Oui, disons que le mot Techifi, c'est une campagne de communication de l'Union européenne liée, pas seulement, mais surtout liée au Trust Fund, et donc les fonds aussi qui sont à la base du projet PASPED. Pour dire une chose simple, disons, aujourd'hui, je pense, même dans certaines difficultés, mais comme le projet PASPED démontre au niveau micro, il y a des petites opportunités. Maintenant, au Sénégal. Maintenant, c'est préférable dans une logique d'investissement personnel, même financière, de mettre ses propres ressources, ses propres compétences ici au Sénégal, avant, disons, d'investir sans une logique et aussi certaines fois dans les dangers, avec un parcours de migration pas rationnel, pas raisonné et certaines fois vraiment aventuriste. Donc, Techifi, ça veut dire, je pense, sans aucune arrogance. Pour dire ici c'est possible. Ici c'est possible, mais au-delà de ça, ici il y a des opportunités. Comme disait Dr Faye, les ARD aujourd'hui sont un point de référence pour cette petite expérience. Donc au-delà des numéros WhatsApp, on peut s'adresser aux ARD, sans trop les charger, mais on peut s'adresser aux ARD. Et pendant les mois de janvier et février, il y aura un appel public auquel les jeunes ils pourront participer. Le point fort de cet appel public, Dr Faye l'a dit, c'est l'aspect, disons, concurrentiel et transparent, mais c'est aussi l'effet de partir des besoins des entreprises. Ça veut dire, les ARD, ils ne prennent pas des jeunes et après ils cherchent où les placer. Mais avant tout, il y a un besoin en termes de compétences, et donc un profil demandé par une entreprise concrète, formelle. Et donc, à partir de ces besoins-là, de cette compétence demandée, les ARD ils font un appel et sur la base de ça, pour les différents profils, après ils font disons, une liste des jeunes qui ont participé et ils remettent à l'entreprise pour des entretiens et pour le choix final. Et ça, je pense, ça peut donner envie de participer aux jeunes dans les différentes régions. Je pense bien que cette question n'a pas été... on n'a pas répondu à cette question. Hein. Est-ce que le programme a envisagé quelque chose pour les jeunes porteurs de projets? On n'a pas répondu à cette question. Oui, mais parce que, en fait... Là, je pense bien que Mélé pourrait répondre à cette question. Hein. Parce que la composante 3... Non, là, ce n'est plus la composante 3. C'est le projet dans sa globalité. Voilà, c'est le place et prise. Là, ça concerne place et prix. Ok. Francisco? N'est-ce pas?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour les jeunes porteurs de projets? Donc, place et prix, ce n'est pas vraiment ma compétence. Il y a les collègues du ministère et de l'UGP qui peuvent parler à ma place de manière un peu plus compétente, mais en tout cas, place et prix, c'est un mécanisme d'assistance technique et financière pour des projets d'entreprise. Maintenant, au niveau du PASPED, on a réalisé 2 activités d'assistance financière, ça veut dire des subventions. La première pendant la période d'urgence Covid, on a financé presque 200 entreprises pour une valeur globale de 3 millions d'euros, avec une procédure d'urgence pour chercher de faire face, de mettre des entreprises dans les conditions un peu meilleures, disons, dans une période vraiment très compliquée. La deuxième opportunité, c'est celle que je venais un peu de décrire au début, c'est lié à la composante 4, et c'est l'activité qu'on est en train de dérouler par rapport aux Sénégalais qui sont en Europe. Et donc, même là, on a des fonds pour subventionner même des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été présélectionnés en Italie qui participeront à cette opportunité de devoir financer un projet d'entreprise existant ou bien déjà ou bien à constituer encore, donc une start-up. Et donc je dirais que globalement il y a des opportunités aussi pour les jeunes par rapport aux autres composantes du projet, du programme Place et Prix PASPED. Ok, je pense bien que c'est clair. Bon, là, c'est une autre question. Est-ce que ces jeunes peuvent avoir accès au financement de la Place et Prix? Je pense bien que tu as répondu, n'est-ce pas, à cette question. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Bon, sur le financement, comme l'a dit Francesco, ça concerne beaucoup plus PASPED et Place et Prix. Bon, mais nous, ce qui nous concernait beaucoup plus dans le cadre du projet, c'était un peu l'insertion. Ouais. C'était un peu voir comment est-ce qu'il faudrait faire pour insérer les jeunes dans les territoires. Donc ça, c'était un peu l'objectif qu'on avait. Je crois que ça, on y a travaillé avec vraiment un dispositif régional. Et ça, on a eu quelques résultats. Bon, bien sûr, il faut passer à l'échelle, il faut avoir en fait élargir un peu le dispositif, augmenter les partenaires pour effectivement que ce processus-là puisse continuer. Ok. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission économique Comcom, qui reçoit aujourd'hui Francesco Mele, expert en co-développement et employabilité des jeunes au niveau de la Place et Prix PASPED, et Dr Omar Faye, le directeur de l'Agence régionale de développement de Thiès, agence qui est chargée de la mise en œuvre des bourses de stage. Une autre question, je pense bien, c'est par rapport aux besoins exprimés par les entreprises. Quels sont en fait les profils qui sont le plus recherchés par ces entreprises, par exemple? Bon, ça dépend un peu des entreprises, parce que bon, les entreprises recherchent souvent les profils qui les manquent. Bon, souvent c'est des comptables. Comptables? Oui, soit c'est des agents administratifs. Bon, si on va dans les entreprises dans le domaine de la santé, elles ont besoin d'infirmières, de sages-femmes, et il y a des médecins. Donc c'est tous les profils. Donc si on va dans le domaine... C'est-à-dire que vous avez octroyé dans le cadre du programme 1200 bourses. Moi, je voudrais savoir, parmi ces 1200, quels sont les profils qui se sont le plus dégagés par rapport aux besoins? Les profils qui sont dégagés, c'était des profils de commerciaux. Il y en a beaucoup. De comptables, il y en a beaucoup. Un peu de gestionnaires aussi, il y en a beaucoup. Donc, c'est un peu ces profils qui étaient les plus importants. Il y a aussi d'autres profils, des profils techniques, qui en avaient un peu moins. Mais les profils les plus importants, quand même, c'était les gens qui sont dans la comptabilité, dans un peu les services, dans le commerce et les services. C'est pratiquement les profils qui étaient les plus importants. Ok. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir est-ce que ce programme sera poursuivi? Je pense bien que tu as un peu répondu, n'est-ce pas? Il y a une deuxième phase, hein? Et là, c'est déjà arrêté. Il y aura une deuxième phase, 1er mars 2022, 30 novembre 2022, pour 700, 800. Ça dépendra un peu de la procédure de présélection, mais plus ou moins 700, 800 jeunes, globalement dans les 6 régions, auront encore une opportunité pour 9 mois des bourses de stage PASPED, et donc Place et Prix PASPED. Maintenant, par rapport aussi au fait que l'Agence italienne pour la coopération au développement
et l'interlocution surtout avec les ministères compétents. On voudrait vraiment appuyer la possibilité d'arriver à créer des opportunités encore un peu plus importantes dans tous les pays et donc pas seulement dans les 6 régions. Et donc je pense qu'à partir de la deuxième partie de 2022, au-delà du PASPED, il y aura aussi encore l'appui de l'État italien à l'État sénégalais pour l'employabilité des jeunes. La première partie, la première phase, 1200 jeunes. La deuxième phase, 600 ou 700 jeunes, c'est revu à la baisse. Ça. Le nombre de stagiaires a été revu à la baisse. Donc. Le nombre de stagiaires... Vous avez diminué le nombre de stagiaires. 1200 et 700, il y a un écart quand même. Le nombre de stagiaires prévus au début, c'était 1200. 1200. Et la Pendant deuxième phase, la première phase, on a inséré pour différentes périodes. Donc il y en a certains qui n'ont pas terminé. Il y en a certains qui n'ont pas fait les 12 mois. Mais je pense que globalement, on n'a pas encore les données parce que la première phase terminera le 30 novembre 2021, dans 15 jours plus ou moins. Mais la première phase va se clôturer avec 1400, 1500 jeunes. La première phase, hein? La première phase. Okay. Maintenant, pour la deuxième, on prévoit encore 700, 800. Ça veut dire que globalement, on arrivera plus ou moins à presque 2300, 2400. Maintenant, le résultat pour les PASPED, c'est globalement 1800. Donc, on arrivera au résultat, mais au-delà de ça, je pense qu'au finish, le fait d'avoir appuyé l'insertion, et pour ça, je me félicite vraiment publiquement avec les ARD, avec même les experts des ministères compétents qui ont participé au processus, mais au-delà du nombre de jeunes qui ont eu une opportunité à travers les projets PASPED, je pense qu'il sera important de mettre à valeur ce dispositif, de capitaliser ce dispositif en complémentarité avec la nouvelle stratégie de l'État, par exemple à travers l'institution des pôles de l'emploi et de l'entrepreneuriat au niveau des départements. Ok. Une autre question, M. Faye. Enfin, je pense bien que c'est une contribution. Salut. M. Faye esquisse le nouveau projet d'insertion qu'il a piloté. Toutefois, vous ne pouvez pas vous imaginer avec quelle science il a mis en œuvre l'outil à sa disposition. L'ARD, dans une transparence inouïe, dans le souci de protéger les stagiaires, a été éminemment professionnel. Lui, il s'appelle Abdoulaye Ly, il est jeune qui scrute et radioscopie les actions des agences. Ça, c'est un témoignage, ça. Bon, c'est un témoignage, mais merci Michel pour ce témoignage-là. Ah. Je crois que ce qu'il faut, c'est juste en fait donner confiance aux jeunes. Parce que j'avoue que ça, c'était vraiment une expérience qu'on a eue. Au début, les jeunes n'y croyaient pas. Les entreprises, beaucoup d'entreprises n'y croyaient pas. Pourquoi vous n'y croyez pas? Non, beaucoup d'entreprises n'y croyaient pas. Ok, pourquoi ces entreprises n'y croyaient pas? Oui, parce que vous savez, dans une entreprise, vous avez des difficultés de ressources humaines. Quelqu'un vous vient vous dire, je vous donne des stagiaires dont vous avez besoin et je les paye pendant 1 an. La plupart étaient réticentes au départ parce qu'elles ne se pensaient pas que c'était possible. Beaucoup de jeunes aussi qu'on a reçus au début, qui avaient des problèmes. Un jeune qui sort de l'école, qui a fini ses études, qui reste 3-6 mois sans stage, on l'appelle au téléphone pour lui dire, venez, on vous signe un contrat de stage. Pour eux, c'était inouï. Les jeunes qu'on ne connaissait pas. Je me souviens qu'au niveau des bureaux, il y a des jeunes qui, après avoir signé le contrat, ont pleuré. Ah oui? Oui, parce que ce n'était pas évident. Je me souviens d'une dame qui était juste à côté de sa maman, on l'a appelée un bonjour, elle était à côté de sa maman. Bon, elle vient, elle signe son contrat de stage, on la connaît, personne ne la connaît. Voilà, parce qu'il y a juste l'entreprise a fait un choix qui a porté sa personne, on l'a appelée pour lui venir signer un contrat, elle ne croyait pas. Et quand elle est venue et qu'elle a signé son contrat, mais elle a pleuré. Et puis on a beaucoup d'expérience pour dire simplement en fait qu'il faut de la transparence pour redonner espoir aux jeunes. Le procès a été transparent, les jeunes ont adoré, ont adhéré. Ce qui fait qu'on a déroulé le processus, il n'y a même pas eu de problème, il n'y a même pas de communication sur ce projet. En réalité, s'il y avait des problèmes, ça aurait été de la communication, pas, mais au moins ici, le problème, en fait, le processus a été bien, c'est bien déroulé. Bon, il n'y a pas un fait de contre-communication. Je crois que c'est comme ça en fait qu'il faut voir les choses. Et il l'a dit, il a exprimé, et effectivement,
On a essayé d'être transparent. Donc, je crois que, bon, avec la coopération italienne, c'était un peu le challenge qu'on s'était fixé. Et puis, dans la deuxième phase aussi, on va y travailler. Parce que je crois que c'est ça qui permet de donner espoir aux jeunes. Je le disais souvent à l'équipe, il faut que les gens qui habitent dans les territoires, qui sont très loin, qui n'ont pas de connaissances, qui soient en fait aient les mêmes chances que les autres. Il suffit seulement de compétir, on fait un choix sur la base des critères, on les empile, on fait son choix, opère un choix final. Et si on a ce processus-là, ça permet de redonner confiance aux jeunes, quel que soit en fait les endroits où ils se trouvent et quels que soient les diplômes qu'ils ont. Mais par exemple, un jeune qui postule, qui décroche une bourse de stage au niveau d'une entreprise, à la fin du stage, est-ce que vous avez un rapport qui vient de l'entreprise que vous donne, par exemple, que vous envoie peut-être l'entreprise sur le comportement du jeune, par exemple? Le rapport, on ne l'a pas à la fin du stage, on l'a chaque mois. Okay. Parce que dans un rapport mensuel. Dans le contrat de par stage. Par exemple, pour ce qui est du comportement du stagiaire. Dans le contrat de stage, chaque mois, avant que le paiement ne se fasse, le stagiaire doit déposer un rapport de stage signé par son maître de stage. Et c'est ça qui déclenche le paiement. Ce qui veut dire que chaque mois, on a la situation sur le comportement des stagiaires dans les entreprises. Parce que s'il arrive qu'un chef d'entreprise ne signe pas un rapport de stage, ça veut dire qu'il y a un problème. Et on se dépêche là-bas au niveau de l'entreprise pour voir quel est le problème et trouver des solutions idoines. Mais la situation sur les rapports, on l'a chaque mois. Chaque mois. Donc, voilà une autre question. Monsieur, est-ce que la deuxième phase s'ouvre quand? Je pense bien que M. Mélé l'a dit par rapport à au début de la deuxième phase, c'est mars, n'est-ce pas? Mars 2022. Hein? Oui, ça c'est le démarrage des stages, mais le démarrage de la procédure de présélection, je pense que ça sera à partir du mois de janvier-février 2022. Ok. Ouais. Donc, monsieur, je pense bien que vous pouvez retenir, noter ça. Donc, c'est Monsieur Diop, c'est toujours important, même à partir de ce moment, de s'adresser aux ERD dans les régions. Dans les 6 régions, on peut s'adresser pour établir un contact et une relation et avoir la bonne information au bon moment. C'est la chose plus facile. Ok. Pour ce qui est toujours des perspectives, hein, est-ce qu'il y aura de la communication autour de ce programme de bourse de stage dans la prochaine phase? L'autre question, est-ce qu'il y a possibilité d'organiser une foire de l'employabilité, par exemple? Donc, je pense que dans le cadre de la place des prix PASPED, il y aura déjà dans le mois de décembre certains événements, disons, liés à la première phase des stages dans les 6 régions. Et même avec notre partenaire, le ministère de la Microfinance, je pense qu'il y aura un événement un peu plus important au niveau de Dakar, si possible, pendant les premiers 2-3 mois de 2022, je pense février, ou bien juste au début de la deuxième phase, pour pas seulement annoncer la deuxième phase, mais aussi pour faire les points. Parce que comme je disais, on n'a vraiment pas l'intention de magnifier quel que soit, parce qu'on connaît la situation compliquée et difficile qu'aujourd'hui est autour de l'employabilité, pas seulement au Sénégal, même l'Italie, même les autres pays. Il y a, après la crise pandémique, vraiment des problèmes. Alors là, quand il y a des petites expériences concrètes, il faut les mettre sur la table avec les autres partenaires au développement, avec la disponibilité de l'État sénégalais, avec les différents services et les différentes agences territoriales. Et là, je pense qu'on pourra arriver à quelque chose de concret dans un bref délai. D'accord. Et la foire de l'employabilité, là, c'est précis, une foire de l'employabilité. Bon, on verra bien, parce que c'était prévu de faire en fait 6 foires de l'emploi dans le cadre du projet PASPED, mais finalement on a dû revoir un peu disons, les activités par rapport à la situation pandémique, parce que ce n'était pas du tout possible de réunir centaines et centaines de personnes autour d'une foire. Mais en tout cas, déjà à partir du mois de décembre, il y aura des événements au niveau des 6 régions. Donc encore une fois,
les bons sujets pour avoir de bonnes informations fiables, c'est le bureau de l'ARD au niveau des 6 régions. Voilà, je rappelle que vous suivez votre émission Comcom. Nous sommes sur Lamfa TV. Vous pouvez poser vos questions sur le 88 628 19 07, mais également le 221 33 824 52 81. Si vous êtes à l'extérieur, le WhatsApp c'est le 77 459 80 39. Donc je m'en vais donc donner la parole à monsieur Faye. Monsieur Faye, je pense bien que j'ai une autre question. Hein? Ouais. Et comment faire pour participer aux deuxième phase? Est-ce qu'il y aura une plateforme? Oui, on aura une plateforme. Parce que bon, on a inauguré l'idée de la plateforme, donc qui après un appel à la candidature d'une dizaine de jours. Ah, ça c'est une question. Hein? Ça c'est le téléphone. Ça c'est le. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur, vous voulez participer à l'émission? Oh là là. Donc il va revenir, vous pouvez continuer. Donc, je disais en fait qu'on a commencé avec la plateforme, donc qui nous a donné beaucoup de satisfaction. On a lancé la plateforme en 10 jours, on a pu à Thiès 2500 jeunes qui ont participé au projet. Globalement, au niveau du Sénégal, au niveau des 6 régions, on a pratiquement 15 000 jeunes qui ont participé. Donc effectivement, on va continuer la plateforme d'abord, hein, et puis ça permet d'avoir en fait une exploitation beaucoup plus rationnelle dans le cadre de la plateforme. Et même il y a des jeunes aussi qui, s'ils n'ont pas en fait la possibilité dans la plateforme, s'ils viennent directement au niveau des ARD, on les accompagne pour qu'ils soient dans la plateforme. Je crois qu'on en a beaucoup fait en fait aussi, parce que pour la plateforme c'est plus transparent. Les choses sont plus transparentes, c'est plus visible. Et si demain il y a un contrôle qui est fait, et puis un audit qui est fait, à part de la plateforme, les gens peuvent avoir toutes les informations qu'ils veulent. Même si demain, on lance la plateforme, on maintient la plateforme, il y a des jeunes qui ne peuvent pas s'inscrire, s'ils viennent au niveau de l'ARD, on les appuie pour qu'ils s'inscrivent dans la plateforme. Ok. Mele, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je dirais qu'on est prêt, disons, pour améliorer un peu la deuxième phase, parce que toujours dans la même perspective pragmatique, moi je suis, disons, un technicien. Donc, on voudrait vraiment améliorer certains aspects, pas seulement... Téléphone, hein? Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allô? Alors, vous voulez participer à l'émission? Oui, vous avez une question à poser? Allez-y, on vous écoute. Oui. On vous écoute. Il faut diminuer la radio là. Dame, je pense bien qu'il s'agit d'une gamine, je pense. Hein? Ouais, vous pouvez continuer, M. Mellet. Je disais que dans la même perspective pragmatique, toujours de trouver de bonnes solutions à la problématique de l'employabilité des jeunes, même l'activité qu'on a fait avec les ARD, on a fait une séance de travail le jeudi passé, ensemble ici à Dakar. Je pense qu'il y aura des petites améliorations à mener aussi au niveau du dispositif pour permettre, disons, pas seulement la valorisation, par exemple, des entreprises qui sont une formalisation complète. Et donc, on cherchera de valoriser les entreprises qui ont, par exemple, une inscription à la Caisse de sécurité sociale et à l'IPRES, dans la logique aussi pédagogique de faire comprendre aux entrepreneurs que, comme disait Dr Faye, la formalisation aujourd'hui c'est une opportunité, ce n'est pas un coût pour l'entreprise. Même s'il y a des petits coûts, ils sont des coûts d'investissement, des micro-investissements qui certaines fois te donnent la possibilité, par exemple, de bénéficier d'une bourse de stage pour 12 mois autour de presque 1 200 000 francs CFA. Et donc, on cherchera vraiment toujours... Excusez-moi. Bonjour. Ça va, ñu ngi leen di ziar. waaw ñu ngi ziar. Bonjour, da ngeen defar. ñu ngi sant bu baax. Allez-y. dama la laajte yenn 6 régions ñoo bokk ci projet bi. 6 régions. Quelles sont les 6 régions qui sont concernées par le projet? C'est question boobu rek nga am. waaw
waaw waxal poser ces questions rek. foo nekk yow fan nga nekk. man nag Dakar laa nekk mais sama benn Dakar laa nekk mais sama benn jarbaat bu nekk Thiès. laa def pour renseignement. ok d'accord donc merci ton monsieur donc monsieur Faye. Bon, pour les 6 régions, voilà pourquoi. Non, allez-y en français. Hein. Donc, pour les 6 régions concernées, c'est Dakar, avec Madame Yacine Tine, la directrice donc, de Dakar. Ensuite, il y a Thiès, moi-même. Ensuite, il y a Diourbel avec M. Sambala Bembaye, directeur de l'ARD de Diourbel. Il y a Louga avec Cheikh Gueye, donc directeur de l'ARD de Louga. Il y a Kaolack avec Dr Mahmoud Diop, directeur de l'ARD de Kaolack. Et avec Saint-Louis, in fine, Ousmane Sow, qui est aussi en outre le coordonnateur du cadre des directeurs de l'ARD. Donc, c'est les 6 régions qui étaient en fait concernées dans le cadre du projet PASPED. Ok, une autre question. Pour la deuxième phase, est-ce qu'il y aura des dépôts physiques? Si oui, où? Parce que avant, les dépôts en ligne, parfois, c'est compliqué. Bon, il y aura une plateforme toujours. On va maintenir le principe de la plateforme. Parce que la plateforme permet de centraliser toutes les informations. Ça, quand même, avec la possibilité vraiment d'avoir des rapports, des reportings, des tableaux. Donc, vraiment, avec la plateforme, c'est vraiment une belle approche. Maintenant, effectivement, si des gens pensent qu'avoir accès à la plateforme peut être compliqué, s'ils viennent au niveau de l'ARD, comme on l'a fait dans la première phase, on va les aider à s'inscrire dans la plateforme. Okay. On a les informaticiens qui sont là-bas et qui sont à leur disposition pour les accompagner à s'inscrire dans la plateforme. Je pense bien que, monsieur, c'est clair. Parce que, bon, à l'ère de la numérisation et puis à l'ère aussi de la lutte contre la pollution et l'environnement, il faut qu'on diminue un peu en fait les papiers. Parce que si on doit traiter 2500 demandes avec combien de rames de papier, ça va être un peu très compliqué. Donc, si on a la possibilité d'avoir une plateforme. Donc, s'ils viennent au niveau des ARD, on va les aider de s'inscrire dans la plateforme. D'accord. Il nous reste peu de temps. Hein. Moi, je pense bien que, M. Mélé, si vous avez des choses à rajouter par rapport aux perspectives, hein, on vous écoute. Oui, je pense, encore une fois, pour souligner, disons, cet aspect de mécanisme d'insertion qui est lié à la composante 3 PASPED à travers les travail vraiment colossal. Parce que comme je disais avant, on pense certaines fois qu'insérer une personne dans une entreprise, c'est seulement le fait de signer le contrat. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le devoir de tout le monde, même des partenaires au développement, d'appuyer, disons, la création, la structure, la consolidation d'une mentalité du travail décent, du travail formel et du travail bien rémunéré. Parce qu'ils sont les 3 aspects qui donneront aux jeunes sénégalais l'espoir et la possibilité vraiment de construire un futur positif dans les pays dans les prochaines années. Et donc, on voit vraiment bien les partenariats avec les ARD, on voit bien la disponibilité du ministère de l'Emploi, le ministère de la Microfinance, notre partenaire de la Place des Prix et le ministère du Travail, pour arriver dans les prochaines années aussi à positionner la coopération italienne dans ces segments d'activité de résultats liés à l'insertion professionnelle des jeunes hommes et des jeunes femmes formés dans les marchés du travail. Et par rapport à ces 6 régions, actuellement, vos zones d'intervention, c'est les 6 régions. Hein? Et je pense bien que vous avez expliqué tout à l'heure parce que le choix de ces 6 régions dépend, est motivé par cette forte propension à aller vers l'immigration clandestine de ces régions. Est-ce qu'on peut espérer que les zones d'intervention vont être augmentées, par exemple, les autres régions vont participer? Oui, je pense, dans la collaboration bilatérale entre l'État italien et l'État du Sénégal des prochaines années, il y aura, disons, une capitalisation, premièrement, mais aussi disons, élargissement de l'intervention liée à l'employabilité des jeunes, même dans des autres régions. On verra bien dans quelle région, selon quels critères et surtout à travers quelles ressources financières. Docteur? Mais bon, merci M. Diop. Je crois que nous, à notre niveau, au niveau des ARD, donc les 6 ARD concernés, nous avons d'abord nous féliciter des partenariats qu'on a avec la coopération italienne.
Donc ce partenariat nous a permis de nous investir sur un champ, même si c'est un champ qui concerne globalement le développement territorial, qui n'a pas été tellement le nôtre, c'est le champ en fait de l'insertion et de l'employabilité. Donc on s'est mis avec l'ACS dans le cadre de la coopération. Ça veut simplement dire qu'il y a la possibilité dans les territoires de mettre en place un dispositif pour appuyer en fait l'insertion et l'employabilité des jeunes dans les territoires. Et ça, vraiment, on s'en félicite au nom en fait de tous les 6 directeurs d'ARD. Maintenant, l'idée c'est de voir aussi comment, dans la deuxième phase, maintenir en fait le cap dans le cadre de la transparence, mais aussi de l'accompagnement des stagiaires. Parce que comme il a dit, ce qui a été plus important et décisif, ce n'est pas seulement la signature des contrats, mais c'est le dispositif d'accompagnement des ingénieurs techniques qui étaient sur le terrain au quotidien pour accompagner en fait, les entreprises. Ça aussi, je crois que il faut s'en féliciter et dire aussi aux jeunes que c'est possible. C'est possible d'être ici, de travailler ici, d'avoir des opportunités dans les territoires. Les opportunités, c'est dans les emplois, mais c'est aussi dans l'auto-entrepreneuriat. Donc ça, c'est des possibilités. Et aussi travailler, in fine, à rapprocher le beaucoup plus, en fait, au niveau des territoires, les dispositifs d'accompagnement des entreprises pour leur permettre de se développer. Parce que si l'entreprise ne se développe pas, la problème de l'emploi continue à se poser. Mais maintenant, par rapport à ces jeunes qui sont souvent tentés par l'immigration clandestine, souvent c'est des jeunes qui n'ont pas des études poussées, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de formation. Alors là, qu'est-ce que vous leur dites? Bon, c'est vrai que est-ce que le fait de faire de l'immigration peut permettre d'arrêter tous les problèmes? Bon, ça, j'en doute vraiment. C'est même si on n'a pas de diplôme, on a aussi des compétences. Parce que, et là, je crois qu'on la rencontre dans le projet. C'est possible pour quelqu'un, un jeune qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de compétences, de réussir ici, par exemple. Parce qu'il faut distinguer diplôme et compétences. Ouais. Quelqu'un peut avoir une compétence dans le domaine de l'agriculture et ne pas avoir de diplôme. Et ce jeune-là, si on l'accompagne dans le domaine de l'agriculture, il peut avoir un projet agricole et réussir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans des projets et qui n'ont pas de diplôme. Ouais. Le diplôme, c'est seulement une présomption de connaissances et de compétences. Mais on peut avoir des compétences dans d'autres activités qui ne nécessitent pas de diplôme. Ce n'est pas fondamentalement ça la question. Mais c'est parce que seulement il y a une perception qui fait qu'ailleurs c'est mieux. Et c'est ailleurs où on réussit le plus. Mais je crois qu'il faut aussi, dans le cadre de la communauté et dans la sensibilisation, essayer de voir les gens qui sont au Sénégal, qui ont leur parcours au Sénégal, qui ont réussi dans le pays. Et ces exemples-là qu'il faut montrer. Et ne pas penser que seulement ailleurs où la réussite peut être construite. Mais c'est possible ici aussi. Nous, dans le cadre de ce projet, on y a travaillé un peu. C'est à un micro-échelle. Mais quand même, je crois que si on le développe davantage, on pourra donner beaucoup plus d'opportunités aux jeunes. Voilà. Une autre question, hein, je pense bien que le temps qui nous est imparti pratiquement tire à sa fin. Je pense bien que la dernière question, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, je vais poser une question à Mélé. Vous savez, il y a une convention qui a été signée entre l'Amphal Télévision et la Place et Prix. Quelle est pour la production d'une série d'émissions, 3 à l'occurrence, la prochaine émission, je pense bien que cela va se tenir avant la fin de cette année. Quel est votre avis sur cette convention? Bon, je pense l'idée en tout cas d'informer, c'est déjà une forme de transparence sur le processus d'un programme si vaste et aussi complexe comme la Place des Prix Pasped. Et après, je pense que même la compréhension qu'il peut avoir d'un public télévisif de certains mécanismes et certaines opportunités, je pense que c'est important. Et donc, je me félicite aussi pour la qualité de l'émission, pour aussi votre professionnalisme. Et s'il y aura la possibilité, on sera, je pense, content aussi de faire une mise à jour après la deuxième phase. D'accord. Pour votre information, je rappelle que, donc je vous remercie pour votre témoignage. Donc, avant de terminer l'émission, je rappelle qu'il y aura une 3e émission qui sera consacrée au bilan du programme global
pour le bilan du programme global. Donc ce sera avant la fin donc de l'année. À moins donc je vous laisse dire votre dernière parole. Et puis bon. Mais d'abord vous remercier pour cette invitation et vous remercier de la manière, vous remercier et féliciter de la manière dont l'émission a été conduite. Remercier aussi Francesco pour sa présence ici, mais surtout pour l'accompagnement. C'est vrai que dans le cadre des projets, on a signé avec ASCS, mais je crois qu'il y a aussi, c'est lieu de le dire, il y a une équipe très professionnelle au niveau de ASCS avec qui on a travaillé. Ouais. C'est vraiment ça aussi, je crois qu'il faut le dire. Francesco, Moniani, Natacha, vraiment toute l'équipe, et puis on les vraiment remercie pour cet accompagnement-là. Et puis dire simplement que les DRD sont là pour accompagner les côtés territoriaux dans la construction du développement territorial et pour aussi accompagner un peu les jeunes dans le cadre de ce projet-là à trouver des opportunités dans les territoires. Ok, votre dernier mot? Bon, je remercie les 6 directeurs des ARD et je pense qu'il faut, je reviens sur les messages qui sont importants de donner à travers le projet PASPED et sa composante 3. On ne peut pas dire qu'on a réussi une fois pour toujours. On a réussi une petite expérience, on la met à disposition du pays et je pense qu'il y aura une suite. Voilà. Merci, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi donc cette émission. Je remercie à cette occasion donc, le ministre de l'économie sociale et solidaire à travers le responsable national du programme Placé Prix PASPED, en l'occurrence M. Omar Cissé, mais également Mahari, vraiment qui se sont démenés comme des diables pour nous faciliter le travail. Je remercie également tous ceux qui ont concouru donc, à la réussite de cette émission que j'ai eu le plaisir de vous proposer. Donc je vous donne rendez-vous également avant la fin de l'année pour la 3e émission avec le responsable national de la Place et Prix PASPED, en l'occurrence M. Omar Cissé. Merci de vous.